Bonsoir et bienvenue dans Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. Première émission de cette nouvelle année 2020 et tous nos vœux puisque nous en sommes encore dans les délais. Nous allons aborder ce soir un thème qui va prendre de plus en plus d'importance dans le monde de la santé dans les années à venir, l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'elle porte comme promesse, mais aussi les précautions dont il faudra qu'elle s'accompagne afin que la pratique de la médecine ne perde pas cette humanité et que les professionnels de santé, comme les patients, ne soient pas soumis à la dictature aveugle des algorithmes. C'est donc sur le sujet de l'éthique dans l'élaboration et l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle que nous allons débattre ce soir avec deux spécialistes éminents de ce thème. D'abord, David Druzon, bonsoir. Bonsoir. Fondateur et directeur d'éthique IA et directeur du programme santé du programme Jouve. Et le docteur Jacques Lucas, bonsoir. Bonsoir. Président de l'agence numérique en santé qui vient d'être récemment nommé. Mais avant d'entrer dans ce sujet passionnant qui suscite de nombreuses interrogations, il est important, ce début d'année, de faire un point sur l'actualité du monde de la santé. Une actualité qui ne peut pas être dissociée des événements qui ont marqué la fin de 2019 et le début de 2020, c'est-à-dire les mouvements de grève et les manifestations contre la réforme des retraites que prévoit le gouvernement dans l'objectif de mettre en place un système universel de retraite par points. Pour les retraites, tout d'abord, je voudrais vous rassurer pour ceux qui sont concernés. Ceux qui sont retraités ou qui ne prendront pas la retraite dans les 17 années à venir ne seront pas concernés puisque ça ne s'appliquera que pour la génération 1975. Le régime de retraite universelle se traduirait pour les médecins libéraux par une baisse des cotisations, mais par une baisse encore plus importante des prestations, c'est-à-dire de notre retraite. La CSMF a défendu des principes simples, maintenir le même niveau de cotisation au maximum, pas d'augmentation de cotisation, mais maintenir le même niveau de prestation de retraite. Deuxième principe, les réserves que nous avons accumulées parce que la CAMF, notre caisse de retraite autonome, a très bien géré les évolutions démographiques. Ces réserves, elles sont aux médecins. Elles doivent rester aux médecins libéraux. La CAMF, il faut la maintenir et il faut associer les médecins dans la gouvernance du nouveau système de retraite. La CSMF a été reçue par le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski qui a confirmé ce qu'il nous avait dit dans une interview dans un grand journal médical en début d'année et nous nous acheminons vers une complémentaire qui viendra compléter le régime universel et qui permettrait de maintenir notre régime de prestation de retraite. Reste, bien sûr, à caler dans la loi la participation de l'assurance maladie à nos cotisations retraite, et ceci sera ensuite décliné dans le mécanisme conventionnel. Reste aussi à régler le problème de la gouvernance du système de retraite et de définitivement asseoir le principe des réserves des médecins pour les médecins, ce qui a été affirmé de multiples fois par les membres différents du gouvernement qui interviennent sur ce dossier. Enfin, une exigence de la CSMF que le cumul emploi-retraite fasse bénéficier à ceux qui aujourd'hui sont en cumul emploi-retraite d'une génération de points de façon à ce qu'ils ne cotisent pas pour rien lorsqu'ils sont en cumul emploi-retraite. Ce principe est acquis et il devrait s'appliquer dès 2022, ce qui est une bonne nouvelle. L'autre actualité en ce début d'année, c'est aussi la rénovation et de nouvelles ambitions pour notre syndicat, la CSMF, pour qui 2020 sera une année fondamentale. Cette rénovation s'articulera autour de 3 axes principaux. Un projet politique rénové pour répondre à la crise historique sans précédent que traverse la médecine de ville et qui se traduit par des difficultés d'accès aux soins. Il est essentiel de redonner à cette médecine de ville l'attirance qu'elle avait pour les jeunes générations de médecins et sa capacité à innover. Il faut pour cela revoir le contrat social entre les médecins libéraux et les Français.
Cela passe par la défense des conditions d'exercice des libéraux, leur rémunération, mais aussi leur protection sociale et leur retraite, je viens d'en parler, l'affirmation de la place du médecin comme chef d'orchestre d'une organisation des soins coordonnés dans tous les territoires. Une rénovation des statuts qui ne sont plus adaptés à un syndicalisme innovant et à une représentation professionnelle qui intègre l'ensemble des générations et tout particulièrement les plus jeunes. Et enfin, troisième point, nous devons porter un projet entrepreneurial qui permette à notre confédération d'apporter des services à ses membres en faisant de notre siège un lieu de rencontre, de formation, mais aussi d'innovation avec un incubateur de start-up rassemblant les acteurs de l'innovation numérique en santé. Retour au thème de cette émission, l'intelligence artificielle et l'éthique, avec une première question sur cette innovation disruptive qui pourrait bouleverser la pratique médicale. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle concrètement? Comment cela se matérialise? Comment ça marche? David Gruson. Tout d'abord, merci de votre invitation et d'avoir choisi ce thème. Comment ça marche? En fait, il faut avoir peut-être un petit détour par la notion d'algorithme, qu'on entend beaucoup sur le sujet, en précisant que l'idée d'un algorithme n'est pas spécifique à l'informatique. Un algorithme, c'est un système d'aide à la décision qui va permettre d'accompagner un acteur, un décideur dans un processus décisionnel. L'intelligence artificielle, c'est la mise au point d'algorithmes automatisés, d'algorithmes informatiques qui vont venir en appui ou en substitution à la décision. Ça s'applique dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Les principes en ont été forgés dès les années 1950 par Alan Turing et Marvin Minsky. La vraie évolution remonte plutôt à la fin des années 1980. Oui, c'est pas tout frais. C'est la mise au point d'algorithmes capables de produire une version améliorée d'eux-mêmes au bout d'un certain temps de traitement de données, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle apprenante. Ce que l'on vit maintenant dans cette phase-là, depuis 2 ou 3 ans, où on met la focale sur les sujets, est donc moins en fait une révolution de la technologie qu'une révolution des cas d'usage. On arrive à appliquer ces techniques dans de nouveaux domaines et avec toute une efflorescence de cas d'usage dans le domaine de la médecine, en particulier de la santé en général, avec une technique qui est de loin aujourd'hui la plus mûre en intelligence artificielle, que l'on appelle l'apprentissage machine par reconnaissance d'image. En fait, vous allez... C'est ce que vous appelez le machine learning. Alors, oui, en fait, plus précisément, vous allez prendre une image numérique, un scanner, un IRM. Aujourd'hui, toutes les images médicales sont numériques et on va entraîner un programme informatique à repérer dessus le signe ou l'absence de signe d'une pathologie. Une mammographie, par exemple, il y a des techniques d'IA capables de traiter massivement des mammographies pour y repérer des indications tumorales. En fait, ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est que plus elle va traiter de données, plus elle va s'améliorer, plus elle va affiner sa capacité à regarder les images et à les interpréter. Et c'est là où commence l'effet d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où, à partir d'une même image, l'intelligence artificielle va pouvoir faire des suppositions. Elle va reconnaître un environnement qui l'amènera à décider plus finement. Aujourd'hui, la technique la plus mûre, c'est la reconnaissance d'images, mais vous avez aussi de l'IA qui s'applique à des ensembles de données, à du texte, pour essayer d'aider le médecin à la décision. Qui élabore ces algorithmes? Ce sont des médecins, ce sont des informaticiens, ce sont des ingénieurs. Quelle place aujourd'hui pour le médecin dans cette structuration autour de l'intelligence artificielle? Alors, la question que vous posez est absolument fondamentale. Parce qu'il ne faut pas dissocier, et ça c'est un des torts que l'on a parfois sur l'abord du sujet de l'intelligence artificielle, il ne faut pas dissocier l'élaboration technique de l'usage réel dans la vie quotidienne du système de santé. Parce que s'il n'y a pas ce regard médical dès la phase de conception, et ben en fait on peut avoir des outils techniques qui soit sont à côté de la plaque en termes de besoins, soit ne sont pas suffisamment ergonomiques pour répondre à l'usage et aux besoins médicaux. Et c'est là où commence l'éthique en fait, elle commence dès la phase de conception pour essayer d'avoir un regard médical qui va venir essayer d'accompagner la conception algorithmique. Et en général... Et aujourd'hui, qui les élabore? Alors en pratique, l'écriture algorithmique relève d'informaticiens, relève de techniciens, relève de data scientists, des professionnels de la donnée
qui vont les typer, les qualifier, reconnaître quelles sont les bonnes ou pas bonnes données. Mais au point de départ, il y a bien une question médicale, il y a un besoin médical. C'est reconnaître une mammographie, c'est diagnostiquer une rétinopathie du diabète. Il y a un besoin de patient, il y a une demande médicale, et il faut que les techniciens, les informaticiens, les algorithmiciens soient capables de traduire en code ce qui est le besoin de santé. Ce qui veut dire que la matière première, si j'ose m'exprimer comme ça, c'est bien les données de santé. C'est le carburant essentiel. Jacques Lucas, vous présidez l'Agence du numérique en santé. Vous allez nous expliquer un petit peu à quoi sert cette agence. Est-ce que c'est pas elle qui est un petit peu au cœur de ces données de santé ? Non, l'agence est une agence opératrice de l'État qui est chargée de la mise en œuvre de la stratégie numérique. L'intelligence artificielle, les moyens d'intelligence artificielle vont en faire partie, mais ne sont pas dans les compétences de l'agence. Il existe une autre structure que l'on appelle le Health Data Hub, la plateforme des données. On utilise souvent l'anglicisme pour l'instant, c'est dans la loi, c'est pas dans la réalité quotidienne. La gouvernance de cette plateforme de données est en train de se constituer, est en train de se mettre en place, et les données, notamment celles qui figurent dans les dossiers informatisés des hôpitaux, dans les entrepôts hospitaliers, pourront en quelque sorte arriver dans ce hub. Et on peut prendre l'exemple des maladies rares, où pour faire des recherches sur les maladies rares, il vaut mieux pouvoir réunir les données qui vont venir de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, des hospices civils de Lyon et d'autres sources, où ce qui va être très important aussi, c'est la qualité de la donnée. Et sur un plan d'ordre éthique, il faut aussi que les médecins qui collectent les données, puisque c'est le patient qui en est à l'origine, mais enfin c'est bien le médecin qui va collecter la donnée et qui va l'enregistrer dans un dossier informatisé, mettent une donnée qui soit de très bonne qualité. Et la qualité de la donnée va conditionner bien sûr la puissance et la qualité de l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle est nourrie de mauvaises données, cette intelligence artificielle ne sera pas bonne. Quel est votre rôle en tant qu'agence numérique en santé par rapport à ce Health Data Hub et finalement à la qualité des données que les médecins sont invités à produire? Parce qu'on en produit déjà beaucoup de données. Et la CNAM a aujourd'hui un trésor de données, je pense à toute la codification des actes que l'on fait depuis des années, qui est objectivement non exploitée dans ce pays. Alors, effectivement, c'est d'ailleurs la non-exploitation des données médico-économiques, et c'est ceci qui est très important, c'est que pour ce qui concerne les données de la CNAM-TS, il n'y a pas de données cliniques, ce sont des données médico-économiques qui sont un peu brutes, qui ne sont pas suffisamment affinées. On va dire que ce patient diabétique a pu bénéficier, avec le codage des actes, d'une intervention chirurgicale sur les artères des membres inférieurs, mais c'est à peu près tout ce que l'on saura. Or, pour nourrir des algorithmes et rendre active une intelligence artificielle, il faut des données cliniques, et c'est bien évidemment là qui pose un sujet fondamental. Ce sujet fondamental est celui de la protection de la confidentialité des données et de la non-identification d'une personne à travers le jeu des données. Et c'est ça qui est actuellement un des grands enjeux éthiques. Qui me garantit cela, moi en tant que médecin, quand je fournis des données? Alors, qui le garantit? Ça doit être l'État. On va dire, est-ce que l'État peut le garantir? C'est une des fonctions régaliennes de l'État, de la protection des libertés individuelles. C'est quand même un des fondements de la République. Liberté, égalité, fraternité. C'est donc garantir les libertés individuelles, et les données ne doivent pas permettre de réidentifier une personne dans la masse des données qui vont être traitées. Une chose est très importante également, c'est que, si je puis utiliser cette expression, la donnée, ça doit être comme un don du sang. On sait bien que nos compatriotes sont prêts à donner leur sang, ils sont même prêts parfois d'ailleurs à donner leurs organes, mais ceci est un autre sujet. À les donner, ça n'est pas marchandisable. C'est un droit anonyme et gratuit. Et la donnée de santé ne doit pas non plus
être marchandisable. En tout cas, la loi française l'établit ainsi. Mais j'insiste beaucoup sur l'aspect éthique, sur la nécessité de protéger la donnée et de désanonymiser finalement, d'anonymiser son origine. David Gruson, aujourd'hui, qu'apportent et que vont continuer à apporter ces systèmes d'intelligence artificielle dans le monde de la santé, dans l'aide au diagnostic, peut-être au traitement, à la recherche médicale? Dans quel domaine vous voyez potentiellement le développement de l'intelligence artificielle? Je vais peut-être vous surprendre. Le domaine dans lequel nous voyons aujourd'hui les effets les plus concrets de l'intelligence artificielle en santé, c'est tout ce qui n'est pas médical. Précisément l'intervention des algorithmes sur toutes les fonctions administratives, support, ce qu'on appelle un peu vite le back-office. Il y a un mouvement de diffusion de solutions d'IA présentes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale qui viennent complètement changer l'exercice de fonctions de tâches de secrétariat, l'exercice de fonctions d'envoi de comptes rendus médicaux. Vous avez des belles solutions françaises qui existent sur ce sujet-là. Je pense par exemple à Elephant, qui est une solution d'automatisation d'envoi de comptes rendus médicaux, par exemple. Il y a ce qu'on fait, nous, avec Jouve. On développe des solutions d'automatisation de l'admission en établissement de santé pour que demain, le médecin libéral puisse, de manière automatique, assurer l'admission de son patient en établissement. On est quand même dans des systèmes un peu rustiques, si j'ose dire. Oui, bien sûr. Messagerie sécurisée, oui. envoi de documents cryptés. Bon, d'accord. Enfin... Vous avez parfaitement raison, mais en pratique, notre système de santé n'a pas été capable de le faire jusqu'ici. Il s'y éveille. C'est vrai qu'on est un peu au Moyen-Âge de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que la nomination de Jacques Lucas à la présidence de l'Agence du numérique en santé est un bon signal, parce que, y compris sur ces fonctions support, qui relèvent aussi de la compétence de l'ANS, le fait d'avoir un regard médical sur l'exercice des fonctions support est important. Donc c'est le back-office. Mais évidemment... Est-ce qu'il y a des patients qui sont pris en charge avec l'aide de l'intelligence artificielle aujourd'hui et comment? Alors on y arrive. Le sujet principal, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la reconnaissance d'images. On mesure bien que sur ces questions-là, l'innovation est puissante, mais elle n'est pas puissante qu'en Europe. Elle est même plus puissante et rapide ailleurs, aux États-Unis ou en Chine. Sur la rétinopathie du diabète, l'Agence de sécurité sanitaire américaine, la FDA, a validé un automate de diagnostic des rétinopathies du diabète en avril 2018. On ne l'a pas encore en France. Pourtant, la technologie est mûre pour ça. De la même manière, je vous parlais de mammographie. Therapixel est une start-up française qui a développé une des meilleures solutions de diagnostic des mammographies, de reconnaissance de l'image, qui est labellisée aux États-Unis, mais pas encore en Europe. Donc, dans l'absolu, on a toute une série de solutions technologiques prêtes à considérablement affiner la puissance diagnostique sur l'image, qui demandent à être amenées sur le marché européen. Ce qui montre qu'il y a un sujet également de régulation juridique et administrative. Si on est trop crispé dans l'ouverture à ces technologies, dans un environnement déjà juridique très protégé en France, en fait l'innovation se développera ailleurs. Je rejoins complètement ce que disait Jacques Lucas tout à l'heure. Il faut bien mesurer que si on ne s'ouvre pas à ces technologies sous l'égide des médecins, des professionnels de santé, eh bien nos concitoyens se tourneront vers des interfaces algorithmiques accessibles hors du territoire européen. Ce sera très simple, vous enverrez votre cliché de fond d'œil outre-Atlantique ou en Chine pour avoir un diagnostic demain dans un contexte de démographie déprimée en ophtalmologie. Alors vous citez la Chine à plusieurs reprises et on voit bien que le concept de la confidentialité des données et probablement de l'éthique médicale n'est pas le même que celui de notre culture française. Est-ce que ce souci de protection des données personnelles dont parlait fort justement Jacques Lucas, dont je rappelle qu'il a été vice-président du Conseil national de l'ordre chargé du numérique au niveau du Conseil national de l'ordre, est-ce que ce souci dans notre culture médicale française qui nous protège à l'échelon individuel, est-ce que ce n'est pas un handicap dans le développement de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça ne va pas d'emblée nous plomber dans la course à ce progrès par rapport à l'intelligence artificielle? Et Dieu sait si nous, en tant que médecins, nous sommes très attachés à ça, n'est-ce pas, mon cher confrère? Donc est-ce qu'il n'y a pas là une difficulté par rapport à d'autres pays aussi puissants que la Chine, par exemple? Je crois qu'on peut tout à fait concilier les libertés individuelles avec une action bienfaisante pour le collectif.
car il faut bien voir que l'intelligence artificielle et le traitement massif des données va faire progresser la recherche, en dehors de l'aide au diagnostic. Elle va faire progresser la recherche. J'évoquais les maladies rares, mais il n'y a pas que les maladies rares. Que se passait-il autrefois? La recherche reposait quand même beaucoup sur des données qui étaient trouvées dans des dossiers médicaux, dans des dossiers papier ou des dossiers informatisés. C'est la même chose, mais qui va être traitée à une beaucoup plus grande échelle. Donc il faut qu'il y ait des mécanismes régulateurs qui soient transparents. Il faut créer la confiance dans le traitement massif des données en France et dans les pays européens, puisque ça va dépasser quand même aussi les frontières françaises. Et il faut que les citoyens soient parfaitement informés de ce qui va être fait de leurs données. Et il faut qu'ils y consentent. Ça pose un problème de consentement. Le patient, quand il va rentrer dans une structure de soins, il y rentre pour être soigné. Il n'y rentre pas pour servir à la recherche. Mais si on lui demande s'il est d'accord pour que ces données désidentifiées, c'est-à-dire que lui ne pourra pas être retrouvé en tant qu'individu, puissent être utilisées pour le bien commun, sa réponse est oui. Toutes les enquêtes d'opinion ont indiqué cela. Donc il faut vraiment surmonter l'idée que le secret est limité au moment de la consultation, au moment où les données, finalement, de la consultation ou des examens complémentaires, au moment où les données sont recueillies. La protection des données va continuer ultérieurement. Il doit y avoir d'ailleurs très prochainement un engagement de la plateforme des données, du Health Data Hub, vers les citoyens. Et il doit y avoir, le Comité consultatif national d'éthique l'a d'ailleurs exprimé très clairement dans son avis 130, il doit y avoir régulièrement une évaluation publique. Ce n'est pas uniquement entre éthiciens, si je puis dire. Il doit y avoir régulièrement une évaluation publique des règles juridiques et de leur effectivité. C'est ça qui est important. Les règles juridiques, il y en a, mais de leur effectivité, et que lorsque les règles ne seront pas respectées, eh bien évidemment, dans un état de droit, il doit y avoir une sanction. Oui, parce que la confiance risque de faire défaut, en tout cas au début. Bien évidemment. Vous avez parlé, David Gruson, de l'aide au diagnostic, et vous avez cité quelques exemples. Finalement, à quel moment le médecin va-t-il intervenir dans ce que l'intelligence artificielle va proposer? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des options qui seront éventuellement proposées par l'intelligence artificielle et un mécanisme qui va se déshumaniser? Alors, vous avez raison, Jacques mentionnait le travail qui a été fait par le Comité consultatif national d'éthique. On a eu l'honneur d'y participer tous les deux. Dans ce cadre-là, on a pu identifier les risques éthiques associés au déploiement de l'intelligence artificielle en santé. Il faut bien mesurer que, et ça le comité d'éthique le dit très clairement, que le risque éthique principal, ce serait de se bloquer, de se fermer à l'innovation. Une fois qu'on a posé ça très clairement, ne pas laisser le potentiel d'innovation s'échapper hors d'Europe, il y a bien des risques intrinsèques à l'IA, dont celui que vous évoquez. Ce qu'on a appelé un risque de délégation de la décision médicale. C'est-à-dire que le médecin va se retrouver avec une solution d'IA qui va lui proposer une indication thérapeutique, assis sur des centaines de milliers de cas et avec un niveau de certitude réputé très très fort. Le risque, c'est la perte de l'esprit critique, le médecin presse bouton, mais il faut bien mesurer que ça vaut aussi pour le patient, ce qu'on a appelé la délégation du consentement. Et quand vous réfléchissez pratiquement, on s'habitue tous dans notre vie de tous les jours à avoir une série d'options, que ce soit des programmes de séries télé, des choix d'activités qui nous sont proposés par IA et auxquels on souscrit assez spontanément, voire de plus en plus automatiquement. Et donc finalement, le risque éthique, il est là. C'est celui de la perte de recul, de la perte de compréhension des choses. C'est pour ça qu'il faut y mettre de la régulation, non pas à chaque étape, sinon on bloque l'innovation, on casse le potentiel de l'IA, mais sur des points critiques. Et c'est là où vient la notion de garantie humaine, l'idée d'une supervision. Alors c'est quoi cette garantie humaine qui va être dans la loi de bioéthique? Oui, alors j'ai bien suivi l'actualité.
qui est en cours de discussion d'ailleurs. Oui, là, d'ailleurs, au moment où on se parle... Nous sommes en plein dans l'actualité. Exactement. Le projet de loi finit son examen en première lecture au Sénat sur l'article 11. Et là, on a un texte qui évolue encore un peu, mais dont le fond est stabilisé. Et il faut bien mesurer que la disposition telle qu'elle est en train de se configurer est le fruit d'un vrai travail collectif. Vous y avez participé par les prises de position de la CSMF. Jacques Lucas y a participé depuis le rapport de l'Ordre des médecins de début 2018 qu'il faut vraiment relire parce qu'il avait posé de manière très pragmatique les cadres fondamentaux, le rapport du comité d'éthique. En quoi ça consiste? L'article 11 introduit en fait 2 nouvelles normes, et 2 seulement, en partant de la notion qu'on a, comme Jacques le rappelait, un cadre déjà très protecteur, issu du règlement général sur la protection des données, plus des normes nationales, la déontologie médicale, il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Mais 2 principes pour réguler les enjeux éthiques très spécifiques à l'IA. Le premier, c'est l'idée d'une information du patient par son médecin quand, dans son protocole thérapeutique, est incorporée une recommandation d'IA. Il faut informer le patient, c'est un élargissement du devoir du médecin au stade de l'information. Et puis le deuxième principe, c'est celui d'une garantie humaine, une supervision humaine de l'algorithme. Si vous me parlez juste un mot concret sur ça, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, à partir d'un exemple pratique que le premier programme de garantie humaine que l'on accompagne avec Ethikia dans le champ des soins dentaires, avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire. C'est un programme d'IA qui va faire du diagnostic automatique de vidéos prises à partir de smartphones dans des établissements pour personnes âgées, que l'IA va redresser sous forme de panoramique dentaire, pour repérer par exemple le risque carieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un collège qui se met en place sous l'égide de l'Union des dentistes pour aller tous les 3 mois revoir 30 cas, soit à partir de signalements d'événements indésirables, soit de manière aléatoire, pour appliquer un deuxième regard humain et piloter, vous voyez, on parlait de l'apprentissage automatique de l'algorithme, piloter son évolution au fil du temps. Ça veut dire que vous introduisez un regard humain dans cet apprentissage progressif par l'intelligence artificielle. L'idée, sans entrer trop dans la technique, mais vous allez la comprendre de manière très, très intuitive, il y a eu beaucoup de débats sur l'idée d'une explicabilité de l'intelligence artificielle. Et là, je parle vraiment totalement sous votre contrôle médical. Il y a dans le progrès de l'art médical, dans la recherche médicale, des sauts d'avancées qui ne s'expliquent pas toujours a priori. La découverte de la vaccination, les grands progrès médicaux ne s'expliquent pas toujours a priori. Le monde des algorithmes tels que l'Ordre des médecins l'imaginait et l'anticipait, c'est bien ça. C'est un monde dans lequel on va avoir des sauts de connaissances permises par la puissance de calcul massive et de main quantique des algorithmes qui permettront d'arriver à des résultats médicaux nouveaux qu'à la vérité, on ne saura pas toujours complètement expliquer au premier chef. Donc il faut admettre cette dose d'inexplicabilité, mais sous la condition qu'il y ait une supervision par le résultat médical, par le regard médical de ce que propose l'intelligence artificielle. Ces systèmes vont avoir évidemment un impact sur la pratique médicale et notamment sur la relation patient-médecin. Pour évoquer les craintes que cela génère chez les praticiens, mais aussi les besoins de formation et les enjeux de l'appropriation de l'intelligence artificielle, nous avons interrogé le docteur Julie Caron-Mazet, directrice scientifique d'Evolutis DPC, un reportage d'Amanda Breuer-Rivera. Qu'est-ce qu'il y a derrière les algorithmes? Pourquoi est-ce que c'est primordial? L'intelligence artificielle va permettre d'aider le médecin. On prend les exemples souvent classiques de la radiologie. On sait que par exemple certains logiciels d'intelligence artificielle, grâce à l'apport de données, des centaines de milliers d'images de radio sont analysées et ça va pouvoir aider le radiologue à mieux diagnostiquer par exemple certains cancers, certaines pathologies. Ces données ne seront pertinentes, utilisables et efficaces que si elles sont apportées de manière pertinente par l'être humain. Sinon, les données seront totalement inexploitable. L'apport du médecin, c'est de faire une synthèse, c'est l'humain, c'est l'empathie, c'est accompagner le patient, c'est lui expliquer les choses. L'intelligence artificielle, c'est une aide technique, mais elle ne peut pas en aucun cas remplacer la relation d'être humain à être humain. Qu'est-ce qu'il y a derrière les algorithmes? Pourquoi est-ce que c'est primordial? Il faut le comprendre pour finalement que l'intelligence artificielle et les médecins évoluent en parallèle. On ne peut pas évoluer l'un contre l'autre. Quand on ne connaît pas quelque chose, il y a de la crainte.
il y a de la méfiance, il y a de la défiance. Donc le but de ces formations, c'est de leur apporter déjà des réponses, leur démontrer qu'effectivement il y a un cadre juridique, éthique, clair, qui encadre ce recueil de données, que les patients doivent en être avertis et que tout est bien cadré, borné. La loi de bioéthique qui va être discutée cette année sont des données sensibles et il est très important que les médecins comprennent ça. De nouvelles formations aux soignants. L'intelligence artificielle impose de nouvelles formations aux soignants pour la simple et bonne raison que ce sont des notions qui ne sont pas enseignées à la fac, qui n'ont jamais été enseignées à la faculté, qui devraient l'être à partir de 2020, donc cette année, mais pour tous les autres médecins, ce sont des domaines qui sont totalement inconnus et puis parfois craints. L'enjeu, c'est que les médecins participent de manière active, intelligente, éthique, dans un cadre juridique, au recueil des données qui seront nécessaires pour alimenter ces grands ordinateurs qui vont nous permettre effectivement de mieux soigner nos patients, d'affiner les diagnostics, d'améliorer la pharmacovigilance, la prévention. Alors, qu'est-il prévu en matière de formation pour les médecins? On parle de sensibilisation à l'intelligence artificielle à partir de 2019 dans les études médicales, donc j'espère que ça a déjà commencé. Est-ce que l'innovation ne va pas aller plus vite que la formation des médecins? Les médecins, comme les autres métiers, sont confrontés au numérique et vont être confrontés à l'intelligence artificielle. Mais je vais dire que nous autres médecins, nous avons l'habitude d'être confrontés aux innovations. Je me souviens d'une époque qui n'est quand même pas très lointaine, où les gastro-entérologues faisaient encore des transits barités et des lavements barités. Actuellement, ils font des endoscopies et des coloscopies. Je me souviens qu'au début de ces pratiques, il y a eu des accidents, bien sûr, des perforations du côlon, par exemple, et on disait, la coloscopie, ça peut être un acte dangereux, entre des mains insuffisamment formées. L'intelligence artificielle est également un moyen qui, bien évidemment, peut être dangereux s'il est manipulé par des personnes qui sont mal formées. Mais il est très important d'introduire dans la formation des médecins tout ce qui va concerner les datas, le traitement des datas, l'intelligence artificielle, mais il faut également anticiper sur le devenir des métiers. Reprenons encore l'exemple de nos amis radiologues. Dont les métiers vont évoluer. On dit souvent d'ailleurs, à propos des radiologues, que demain, il n'y aurait plus de radiologues. Mais non, mais pas du tout. Mais ce ne seront plus les mêmes radiologues. Pour plaisanter un peu et de façon un peu acide, on disait, puisque nous sommes entre confrères, les radiologues, ce sont des photographes. Les radiologues, ce ne sont pas des photographes, ce sont d'abord des médecins. Ce sont des médecins qui interprétaient des images avec des conséquences lourdes quant à la décision qui allait en résulter. Mais le radiologue, il disait, voilà, je pense que c'est ceci, mais le médecin qui allait prendre la décision n'était pas nécessairement le radiologue, et il pouvait exercer son intelligence, son esprit critique sur un doute, en quelque sorte, sur le premier diagnostic. L'éthique est par nature un questionnement, ce ne sont pas des certitudes. L'éthique évolue et manifestement l'intelligence artificielle pose des problèmes. Juste un mot. Les métiers de radiologue ont déjà évolué, puisqu'il y a de plus en plus de radiologie interventionnelle qui ont d'ailleurs empiété sur le champ d'activité. Je pense à ma discipline, les cardiologues interventionnels ont empiété sur le champ d'activité des chirurgiens cardiovasculaires. Donc il faut que dans la formation initiale des médecins, il y ait également cette idée qu'on va commencer par exercer un métier dans une spécialité, mais que la spécialité elle-même, ses frontières vont évoluer et que le métier lui-même va évoluer. L'intelligence artificielle, David Gruson, une aide ou une concurrence pour le médecin? J'ai envie de dire que les risques de substitution de la machine aux médecins ne pourront être maîtrisés que si les médecins eux-mêmes s'impliquent dans la régulation de l'intelligence artificielle. Et de ce point de vue-là, dans un environnement technologique en mutation très rapide, à vrai dire, avec une capacité d'anticipation des choses qui est limitée. Hein. Tous ceux qui font des prédictions à plus de 5 ans dans ce domaine-là ne sont pas tout à fait crédibles. Il y a quand même des signaux intéressants de prise en main du sujet. Et la CSMF en envoie un très fort.
avec sous l'impulsion de Julie Caron, du docteur Caron que l'on vient de voir. Vous mettez sur orbite, on a la chance d'y participer avec Etikia, le premier programme de développement professionnel continu à large spectre sur l'intelligence artificielle à destination à la fois des généralistes et des spécialistes. C'est la première fois qu'un programme de cette ampleur-là se conçoit à destination du monde libéral. D'ailleurs, notre organisme de formation monte en collaboration avec Etikia et je m'en félicite. Mais ça correspond vraiment à un besoin des médecins et à une inquiétude des médecins par rapport à ces aspects. Et c'est pour ça que le sujet, c'est vraiment la co-construction. Dans les recommandations qu'avait faites l'Ordre des médecins, dans les recommandations qu'on avait faites avec le comité d'éthique, pour montrer qu'il y a quand même des signaux encourageants sur le sujet, on avait précisément fait cette recommandation que l'IA puisse être inscrite dans les orientations prioritaires de développement professionnel continu. Et grâce à la sensibilisation de tous, mais aussi à la réceptivité de Michèle Lenoir-Salfati, la directrice générale de l'agence du DPC, ça a été fait dès l'arrêté DPC d'août dernier. Donc les choses bougent, mais il faut bien mesurer que le type d'accompagnement qu'il faut faire en formation continue, mais aussi en formation initiale, et relève pour partie de technique, mais aussi pour partie et beaucoup de pédagogie. Il faut démystifier tout ça. Comme Jacques le disait à très juste raison, on n'est pas là dans un phénomène d'une nature différente par rapport à des vagues technologiques antérieures. Simplement, ce que l'on voit, c'est que là, il y a ici une magnitude de changement, sans doute d'une ampleur jamais connue. Donc il faut garder les mêmes réflexes de supervision de la machine par l'homme, mais aussi de co-construction de ces cadres, et ça c'est un principe majeur, entre les professionnels et les patients. Et on voit que sur ce point-là aussi, les patients et leurs représentants adoptent des positions qui changent rapidement. On fait un sondage avec la chaire santé de Sciences Po, dont je suis membre, avec Odoxa régulièrement, pour mesurer les attentes de nos concitoyens sur ces questions-là. Et quand on pose la question, on pose des questions récurrentes, une question qui est entre la protection de vos données et l'efficacité du service médical rendu, qu'est-ce que vous privilégiez ? Il y a 3 ans, 2 tiers des Français privilégiaient la protection des données. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Oui, mais ils sont très méfiants vis-à-vis de la machine et du robot, par exemple. Et ils sont contradictoires. En matière ils sont contradictoires dans leurs aspirations. Donc, vous voyez bien que la clé de compréhension ou la clé permettant d'avancer dans ces contradictions, c'est le rôle du garant humain que doit prendre le médecin. Il doit être capable de comprendre lui-même, pas jusqu'au dernier degré de détail, mais aussi de comprendre pour expliquer à ses patients. C'est la question que je voulais poser à Jacques Lucas. Le cœur de la relation médecin-patient et le patient qui choisit son médecin pour lui confier ses angoisses, sa maladie, est-ce que finalement, avec la machine, le médecin ne va pas déléguer une grande partie de cette qualité de relation ? Qu'est-ce qui va rester de la relation entre le patient et son médecin avec cette machine qui va donner le diagnostic, proposer le traitement finalement, est-ce qu'on ne va pas se trouver dépossédé de notre métier ? La machine ne va pas donner le diagnostic. Je crois que le médecin, formation universitaire, des docteurs de l'université, doivent toujours avoir à l'esprit le sens critique. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? C'est douter des certitudes. La culture du doute. C'est d'ailleurs comme ça que l'on progresse. On sait bien d'ailleurs que les plus grands cliniciens doutaient toujours finalement, et c'est comme ça que les choses ont progressé. Donc ça n'est pas parce que l'intelligence artificielle va donner la conclusion qu'elle va donner que cette conclusion doit être prise comme argent comptant, si je puis dire, par le médecin. D'abord, parce qu'il faut contextualiser la décision de la machine à un cas particulier. Est-ce que vous ne craignez pas dans ce cas-là qu'il y ait des impacts juridiques ? Il peut y avoir des impacts juridiques, mais c'est le médecin qui doit revendiquer la responsabilité. C'est la supériorité de l'intelligence humaine. C'est la supériorité. En tout cas, le médecin affirmera sa liberté et son indépendance lorsqu'il revendique finalement la responsabilité de la décision ultime qui est prise, bien évidemment, avec le patient. Mais j'insiste beaucoup sur l'aspect contextuel. On peut dire que l'intelligence artificielle est une médecine de précision et que l'intelligence du médecin est une médecine personnalisée. Il n'y a pas... La machine, elle ne doute jamais d'elle-même. Elle va forcément donner une réponse puisqu'elle est programmée pour ça. C'est au médecin de savoir transgresser
ce que va lui dire la machine. C'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'on pourrait dire aussi que sur le plan éthique, il pourra devenir non conforme à l'éthique de ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans la démarche de prise en charge d'un patient. Vous voulez dire que la non-utilisation de l'intelligence artificielle comme moyen de diagnostic, voire même de traitement, je pense en particulier en cancérologie, où c'est en train, on a vu les systèmes IBM aux États-Unis qui sont absolument très impressionnants de ce point de vue-là, la non-utilisation de l'intelligence artificielle pourrait être considérée comme un défaut dans la prise en charge du patient ? Pourrait considérer, nous avons une obligation de moyens dans la prise en charge des patients. Que penserait-on? Donc c'est un moyen nouveau. Exactement. Que nous serions obligés d'utiliser demain. Obligé, c'est-à-dire qui fait partie de l'arsenal pour lutter contre la maladie. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'un patient peut s'y opposer? Il n'a pas confiance en la machine. Le patient peut s'y opposer, mais le médecin peut exciper de l'article 47 en disant, puisque vous ne voulez pas que j'utilise les moyens qui sont à ma disposition, eh bien, allez voir un autre médecin. Je prends un exemple pour que les... On voit que vous êtes très imbu du code de déontologie médicale. Les confrères et consoeurs qui nous écoutent. Que dirait-on aujourd'hui d'un cardiologue qui dirait, vous savez, moi, je n'ai pas besoin d'électrocardiogramme, je fais le diagnostic de troubles du rythme avec précision uniquement par l'auscultation et la prise du pouls. Et je vais vous prescrire un médicament uniquement sur des données cliniques. On dirait, mais enfin, cet homme, c'est pas sérieux. Il y a donc une obligation de moyens pour un cardiologue de faire un électrocardiogramme, puis de faire éventuellement d'autres examens. Pour l'intelligence artificielle qui arrive, qui est en train d'arriver, il faut pas... Demain, tous les cabinets médicaux vont pas être équipés de dispositifs puissants. Mais ça vient très vite. Et c'est là où se trouve le bouleversement. C'est qu'autrefois, on pouvait finalement faire à peu près tout son cursus sur un espace de génération, en se formant bien sûr de façon continue, mais les choses ne changeaient pas radicalement. Or, avec l'intelligence artificielle, les choses vont changer radicalement, et si le corps médical ne se l'appropriait pas lui-même, comme l'a répété David Gruson, eh bien, d'autres le feront pour lui. David Gruson, est-ce que les patients pourront accéder directement à ces systèmes d'intelligence artificielle? Est-ce que finalement, ce n'est pas eux qui vont faire le diagnostic et faire leur propre traitement? En tout cas, il n'y a pas d'obstacle technologique à ce que ce processus advienne. Si ce n'est qu'il y aura peut-être un obstacle financier. Est-ce qu'on ne va pas aboutir vers un système à deux vitesses? Vous avez compris, vous avez charge. parfaitement compris finalement un risque éthique, aussi un risque en termes d'équité et de maintien d'un principe de solidarité. Je pense qu'on est à quelques semaines, quelques mois de l'apparition d'un Netflix de l'IA en santé, où vous aurez comme ça accès à la dizaine d'algorithmes de référence susceptibles de vous aider au quotidien. Accès payant. Accès payant, accès pour ceux de nos concitoyens qui en auront les moyens, et puis accès désintermédié. Et là, ce sera générateur sans doute de risques médicaux, puisque le diagnostic désintermédié est un diagnostic qui parfois amène des réactions à côté de la plaque du point de vue médical. Et c'est là où, dans la formation médicale, à la fois initiale et continue, on retrouve un nouvel espace qui est aussi un espace de pédagogie, d'explication, d'accompagnement du patient. Il y aura aussi sans doute, c'est ce qu'on a appelé la télémédecine de garantie humaine de l'IA, un nouvel espace pour de la téléconsultation ou de la téléexpertise, où demain, vos patients se tourneront peut-être vers vous, après avoir eu un premier accès à des intermédiaires, un algorithme, pour demander un avis humain de deuxième ligne. Est-ce que ça ne veut pas dire que demain, et ça sera la dernière question de conclusion, l'intelligence artificielle pourrait évoluer et progresser en s'affranchissant de cette garantie humaine, en particulier à l'échelon international? Alors, c'est un travail que l'on mène. J'ai la chance de représenter le comité d'éthique dans la task force de l'Organisation mondiale de la santé sur la régulation de l'intelligence artificielle. L'OMS s'apprête à reprendre cette notion de garantie humaine dans une recommandation générale sur l'IA qui sera émise dès la fin. La France a été précurseur. La France a été précurseur, mais il faut bien mesurer que derrière la notion, ce que comporte le principe, c'est surtout une méthodologie continue de suivi de l'IA. Ce n'est pas parce qu'on a fixé un cadre juridique à un instant T qu'il est bon de tout temps. Là, il faudra le suivre et piloter une méthodologie, un peu comme vous le faites dans des revues de cas disciplinaires, du pilotage qualité en continu. La garantie humaine doit être dans une logique qui ne laisse pas la machine fonctionner toute seule. L'intelligence artificielle s'affranchira-t-elle
du médecin? Non. Si le médecin conserve précisément son humanisme, le monde désincarné, le monde numérique qui serait un monstre froid, n'existera pas. On a toujours dit, à chaque fois qu'il y a eu des progrès dans l'histoire de l'humanité, que l'humanisme allait disparaître. L'imprimerie allait modifier l'humanisme qui était enseigné uniquement, dans nos pays en tout cas, par la Sainte Église catholique romaine. Les livres sont arrivés et ont permis à la connaissance de diffuser. Le téléphone, on a dit que le téléphone, plus personne ne dirait que le téléphone ou que Skype déshumanise la relation. Même si on ne voit les gens que de façon virtuelle, on peut être proche des êtres que l'on aime. Donc il faut voir l'intelligence artificielle non pas comme une apocalypse qui va arriver, mais il faut être conscient, et ça c'est un élément extrêmement important, que l'intelligence artificielle pour nos métiers est à nos portes, et que ceux qui diraient « oh là là, c'est pas la peine que je m'en occupe, on verra ça après moi », commettrait une grave erreur, une très grave erreur. Belle conclusion. On voit que ce sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé est au cœur des enjeux des années à venir en matière de pratique médicale et que cela va inévitablement bouleverser la relation patient-médecin, ce qui explique un respect de l'éthique pour préserver la confiance qui doit être toujours présente dans cette relation. Merci à vous, David Gruson. Merci à vous. Merci. Et Jacques Lucas, pour les éclairages que vous avez apportés sur ce thème sur lequel la CSMF sera un acteur constructif. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site de la CSMF et sur Fréquence Médicale. Et nous nous retrouverons à la fin du mois de février pour un nouveau rendez-vous avec Univers Médecin. Bonsoir.